Donc, je remercie également les participants. C'est vous qui faites le succès de ces rendez-vous. Nous avons reçu environ 70 inscriptions à ce biomeeting. Actuellement, vous êtes une 39 connectés. Donc, nous attendons encore du monde. Donc, avant de débuter, comme je vous le disais, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros et caméras que vous pourrez ensuite réactiver pour le temps d'échange. Donc, Charlotte, je te laisse la parole afin d'introduire le sujet sur la politique d'innovation et les initiatives des grands groupes pharmaceutiques en réponse à la crise Covid-19. Merci Emmanuel. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de pérenniser ces temps d'échange toujours très enrichissants, même si cette fois-ci de manière virtuelle. Mes propos dans la dizaine de minutes qui vont suivre vont être de partager avec vous les adaptations et les innovations qui ont eu lieu sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise de santé comme Sanofi dans cette période si particulière. Face à cette crise sanitaire sans précédent, vous pouvez l'imaginer, Sanofi s'est mobilisé immédiatement pour relever notamment deux défis. D'une part, assurer la continuité de la mise à disposition des médicaments, et puis d'autre part, trouver des solutions pour lutter contre ce satané virus. Pour cela, avant toute chose, notre priorité a été d'assurer la sécurité des 25 000 salariés de Sanofi sur le territoire français. Bien sûr, il y a eu la mise en place des mesures barrières. Il y a eu la mise en place aussi du télétravail. Il n'y a pas eu de mise en chômage partiel. Il y a même eu des absences autorisées payées afin de sécuriser l'emploi. Juste pour illustrer le télétravail, par exemple, sur Saint-Loubès, qui est un site de production à proximité de Bordeaux, centaines de salariés. En 3 jours, donc du 15 au 17 mars, il y a eu la mise en place du télétravail pour 40 personnes. Donc quasiment presque la moitié du site a été mis en télétravail, tout en assurant le doublement de l'activité habituelle. En temps normal, il y a 8 personnes en télétravail, et donc les 32 personnes qui se sont mis en télétravail n'avaient pas de matériel, mise à disposition de matériel pour être en télétravail. Ils ont été accompagnés par une assistante informatique. Et puis, il y avait des accompagnements pour leur faciliter le télétravail tout en étant à domicile et devant gérer parfois les enfants à la maison. Et puis également la mise en place d'une visio hebdomadaire avec la direction pour bien conserver le lien et que toutes les forces soient bien complémentaires pour relever le défi du doublement de l'activité du site à ce moment-là. Donc vraiment, ils ont fait preuve de réactivité, de maintien du lien. Il y a eu de l'adaptation et puis finalement, il y a eu de l'adoption. Au départ, il y avait certains freins, comme vous pouvez l'imaginer, mais finalement, l'adoption forte de cette manière de travailler. Au niveau de la recherche, mobilisation générale pour trouver des solutions face au Covid, tant en termes de vaccins, avec 2 pistes de recherche chez Sanofi, que en termes de traitement médicamenteux, avec l'évaluation de médicaments de notre portefeuille, qui sont déjà sur le marché et qui avaient peut-être un potentiel dans le traitement du Covid, donc autant des molécules chimiques que des biomédicaments. Et également des pistes de recherche sur un test. Ce qui est également innovant d'un point de vue recherche, c'est que pour maximiser les chances de réussite, des partenariats ont été noués, notamment avec GSK pour l'un des 2 vaccins en développement. Et un partenariat avec GSK il y a quelques semaines aurait vraiment paru comme improbable, alors que là, ça s'est fait presque naturellement. Concernant les essais cliniques, afin d'assurer la mise en place des nouveaux essais cliniques et puis aussi assurer la continuité de ceux qui étaient déjà en place pour d'autres pathologies, plusieurs choses assez remarquables ont permis de mettre en place tous ces essais cliniques et de les poursuivre. Déjà, à noter la volonté vraiment de tous les acteurs de faire au plus vite, que ce soit les tutelles, les autorités de santé, les établissements, les comités de protection des personnes, et puis bien sûr les industriels,
ils ont vraiment plein de freins ont été levés et afin d'assurer une fluidité dans les interactions et permettre la mise en place de ces cliniques rapidement. Alors là, je cite bien évidemment le CHU de Bordeaux, avec qui la mise en place d'essais a été fait vraiment dans un temps record et avec une qualité des échanges qui mérite d'être saluée. Merci, merci à l'équipe Jonathan Belcastro. Quelques exemples d'innovation justement dans la mise en place des essais cliniques. La signature électronique des contrats a été systématisée. Donc là, évidemment, un gain de temps sur les parapheurs qui circulent de bureau en bureau. La mise en place d'un monitoring à distance, que les ARC ne se déplacent plus en fait in situ dans les CHU, mais peuvent monitorer les techniques à distance. Et puis, dans certains cas, pour les patients qui ne pouvaient pas venir à l'hôpital pour recevoir leur traitement dans le cadre d'essais cliniques, par exemple en oncologie, le traitement en fait a été apporté au domicile du patient afin d'assurer la continuité de l'administration du traitement dans le cadre de l'essai clinique. Et même les prélèvements ont pu faire, le prélèvement pour le suivi, ont pu être faits à domicile. Maintenant, si on passe à la production, donc les 18 sites de Sanofi industriels en France, les productions pharmaceutiques et les 4 plateformes de distribution sont restés en activité pendant toute cette période un peu compliquée, dans le but vraiment de continuer à fournir aux patients leur traitement, et notamment les patients en traitement chronique où leur médicament peut parfois être vital. Si on par exemple, sur la région, on a et un site de production et un site de distribution, donc localisé à Ambarès et à Saint-Loubès. Et là, l'enjeu, ça a été d'assurer une activité accrue, parfois un doublement de l'activité au début du confinement, avec moins de personnes, puisque certaines personnes à risque ne pouvaient pas venir travailler, bien sûr, et d'autres personnes devaient assurer la garde des enfants. Donc comment cela a-t-il pu se faire? Parce qu'on se dit que l'équation est un peu compliquée quand même. Tout d'abord, c'est l'engagement des salariés. Très clairement, on s'est tous serré les coudes, mais comme dans vos entreprises, j'imagine. Par exemple, à Saint-Loubès, il y a des salariés qui ont été volontaires pour travailler 2 samedis consécutifs et de faire des tâches qui ne sont pas de leur métier habituel pour pouvoir justement répondre à la demande de médicaments. La qualité de la relation aussi avec les fournisseurs a permis de trouver plus facilement des solutions et permettre de produire et de répondre à la demande sans rupture sur nos médicaments. Et aussi un point à relever, c'est le recours au transport maritime qui a été mis en place assez récemment avec le port de Bordeaux depuis Saint-Loubès. Et ça a été majeur pour la livraison des DOM-TOM. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'il n'y a pas eu de rupture sur nos médicaments et que les patients ont pu bénéficier de leurs médicaments pour leur traitement chronique et qu'on a pu aussi fournir pour les essais cliniques des médicaments. Enfin, dans le suivi des patients, le digital a enfin, je dirais, pris presque toute sa place. Nous, on s'engage sur la télésurveillance ou avec le suivi, la prise en charge et l'orientation des patients dans leur parcours de soins. Ça, j'espère que ça va perdurer au-delà de cette crise parce que vraiment, ça a apporté des solutions dans le parcours de soins et éviter dans le parcours de soins. Donc, voilà. Charlotte, je ne suis pas sûre d'avoir entendu ta conclusion. L'engagement eu pendant cette crise chez Sanofi. Moi, ce que je retiens quand même, oui, l'engagement eu pendant cette période, ce qui m'a marqué, c'est l'engagement total des salariés de Sanofi, la solidarité qu'il y a eu à tous les niveaux, que ce soit en interne, mais aussi vis-à-vis de l'externe. Par exemple, le site Ambarès a répondu à toutes les sollicitations qu'ils ont eues concernant du matériel par le CHU de Bordeaux, la clinique Bordeaux-Nord, les pompiers, la gendarmerie, des infirmières libérales, des médecins aussi de la commune, pour pouvoir dépanner et faire en sorte que chacun puisse œuvrer dans ce contexte.
Donc c'est l'adaptation pour faire autrement, de trouver des solutions, d'interagir différemment et délivrer malgré tout pour être à la hauteur des enjeux qu'on a pu observer. Alors bien sûr, il faudra en tirer les enseignements et faire perdurer les réussites, continuer à innover pour améliorer encore notre système de santé tous ensemble. Et puis aussi le grand sujet de la souveraineté sanitaire de la France et de l'Europe, où là encore, on y arrivera tous ensemble. Très bien, merci Charlotte. J'appelle maintenant Christophe Martin, chez Merck Biodéveloppement. Oui, je partage juste mon écran. Hop. Tac. Nous le voyons bien. Ouais, je voudrais juste enlever la mettre en plein écran. Vous n'avez pas vous voyez juste la présentation, vous voyez tous les petites choses sur la droite? Rien sur la droite et On voit tous les slides. mais on voit tous vos slides, effectivement, on le met en plein écran. C'est ce que je veux faire. Attendez. Bon, je fais comme ça. Je pense qu'il faut que vous alliez dans Diaporama là, ici, oui. C'est parfait, là. Vous avez tout là, c'est bon? Oui. Ok. Parfait. Donc, je suis Christophe Martin, je suis responsable du département développement de procédés sur le site de Merck Biodéveloppement à Martillac. Et donc, le thème de la présentation, c'est, si vous allez en trouver un, c'était comment on a pu réinventer la façon de développer nos procédés pour accéder plus rapidement possible en phase 1 face au Covid. Je vais juste, avant de démarrer, repréciser en quelques mots ce qu'on fait ici à Martillac. En fait, on est donc filiale du groupe Merck. Notre marque, c'est BioReliance. Et en fait, l'activité ici est dédiée à la prestation de services pour des clients externes qui souhaitent développer de nouvelles molécules thérapeutiques, anticorps ou autres, produits en système mammifère. Et donc, nous, on couvre toute la chaîne, depuis le préclinique jusque très prochainement le commercial, avec le développement de lignées cellulaires, le développement de procédés, les conditions de culture en upstream, en downstream pour la purification, la production de l'eau pilote, la production des lots cliniques, et ensuite évidemment tout le développement des méthodes analytiques pour suivre cette molécule et sa qualité, et ensuite, avant d'arriver sur le commercial, évidemment tout ce qui est le package process validation, process caractérisation. Et aujourd'hui, l'activité qu'on fait à Martillac, en fait, on a exactement la même chose à Burlington et à Shanghai, histoire de couvrir ces trois grosses aires géographies de marché potentiel pour nous. Donc le cœur de notre métier, c'est vraiment la biotechnologie, développer de nouvelles thérapies sur ordre de clients. Donc, voilà. Et donc, face au Covid, par rapport à notre activité, il y a le contexte, évidemment, qui était la pandémie. Donc, nous aussi, on a dû faire toutes des mesures semblables, sans doute à celles énoncées par Sanofi, mais c'est pas l'objet de la présentation, mais avec un gros challenge pour nous tous, et je pense qu'on l'a réussi également. Donc c'est dans l'adversité qu'on sort un peu plus fort et qu'on peut simplifier certains process. Mais ce contexte aussi, et c'est l'objet de la présentation, a fait que certains clients nous ont sollicité pour produire des antigènes ou des anticorps, soit pour développer des tests de diagnostic, soit pour développer des médicaments. Et évidemment, ils avaient une contrainte majeure qui était une urgence, donc l'urgence sanitaire, on la connaît tous, mais aussi une urgence concurrentielle, parce que évidemment, et c'est bien aussi parce que
beaucoup d'industries et aussi de labos ont lancé des recherches pour sortir un médicament le plus vite possible ou un vaccin. Et à titre d'exemple, là, j'ai juste mis un référentiel, un tracker en fait qui a été initié par la London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres, qui recense en tout cas au 10 juin, dans ce qui est connu, 183 candidats aujourd'hui pour un vaccin. Mais ça donne une idée aussi, même pour un médicament, il n'y en a peut-être pas tout à fait autant, mais l'enjeu et toutes les forces qui sont lancées pour sortir un médicament avec différentes thématiques, soit c'est du DNA, soit du RNA, soit de la protéine. Donc nous, on serait plus dans le contexte de protéines, même si les clients qui nous ont cités, c'est plus pour un traitement prophylactique qu'un vaccin, dans la mesure où c'est sur de la molécule anticorps monoclonal. Mais ça montre un peu le contexte et justifie l'urgence. Il y a l'urgence sanitaire, évidemment, parce que si on sort un médicament dans 10 ans, c'est un peu tard, et concurrentiel, parce que sans doute que les premiers positionnés auront une belle part du marché aussi, parce que ça reste aussi un marché. Et donc, l'idée, c'était comment, aujourd'hui, avec une offre standard, dans l'industrie pharma, je dirais que quand on identifie une molécule, classiquement, pour aller jusqu'aux essais cliniques et dépôt de l'IND, on est sur 12 à 24 mois. Après, il y en a qui peuvent aller un peu plus vite, d'autres qui vont aller un peu plus lentement. Et après, ça dépend surtout du package qui est à l'intérieur de tout ça. Est-ce que la ligne est déjà choisie, etc., etc. Est-ce qu'on fait de la robustesse de process avant, après? Donc, ça peut expliquer ces variabilités. Et là, ce que j'ai mis, c'est juste un exemple de publication qui est sorti dans Nature Biotech pendant cette période, qui donne des axes pour permettre ou réfléchir à comment on pourrait réduire ces façons de procéder, les façons courantes de procéder pour essayer de réduire le temps de développement. Moi, je vais juste focuser sur la partie vraiment développement parce que c'est ma partie, mais évidemment, c'est toute la chaîne qui nécessite d'être challenger, penser, avec des choses qui sont possibles et des choses qui ne sont pas possibles. Et donc sur le schéma du haut, en fait, vous avez en tout cas, peu importe le timing, là où ils avaient pris une référence de 12 mois, mais en tout cas, l'ensemble des étapes qu'il faut pour arriver sur le dépôt de l'IND et donc les premiers essais. On a toujours une partie en jaune, donc qui est la partie génération de la lignée cellulaire. La partie en orange qui peut démarrer en parallèle, qui est le process développement. Donc là, s'assurer de développer ce qu'il faut pour produire la molécule et en quantité et en qualité suffisante. L'étude de tox en vert, qui est un prérequis indispensable avant de démarrer quoi que ce soit chez l'homme. Et bien sûr, en suivant les lots GMP en orange qui vont permettre de livrer du matériel qui va pouvoir être prêt et disponible pour être injecté chez l'homme. Et évidemment, la virale clearance parce qu'on est sur un système d'expression mammifère. Et en fait, vous avez la version raccourcie, juste en dessous, en tout cas des réflexions qui ont été menées dans cette publication. Et donc, on voit qu'en fait, il y a l'ensemble des choses, mais tout est plus court, grosso modo. Et en fait, la liste des choses sur lesquelles ils pensaient jouer, sur la base d'un rationnel, encore une fois, scientifique. L'idée de cette approche, dans la réflexion, c'est de jamais toucher à la qualité du produit, de prendre aucun risque pour le patient. Par contre, de faire des raccourcis sur la base d'une expertise. Ce qui veut dire que bien sûr, après, il faudra confronter ce genre d'approche avec une vraie soumission réglementaire. Parce que quand on sort un peu des clous, il faut argumenter. Et à droite, en fait, sur le petit bloc de droite, vous avez une liste de petites choses. Je vais en citer 3. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne sais pas sur le process, mais pour donner des exemples de comment on peut raccourcir. Le développement de lignée, aujourd'hui, il y a des clients, enfin tout le monde va mettre entre 2 à 3 mois pour les plus rapides, 6 mois pour les moins bons ou plus. Donc l'idée, c'est déjà de travailler sur une plateforme qui est plutôt rapide qu'une plateforme qui l'est moins. Généralement, sur la génération de lignée, il y a toujours une phase de pool. On transfecte la cellule, on obtient un pool de cellules avec le gène d'intérêt, et ensuite on va sélectionner le clone parce que c'est un prérequis réglementaire. On doit avoir à la fin un seul clone produisant une molécule, et c'est de ça qu'on va faire une banque. Mais pour gagner du temps, au lieu de démarrer le développement une fois que le clone est généré, donc 3 à 6 mois selon les plateformes, et de démarrer grosso modo à la moitié, parce que, ou même pas, même un peu plus tôt, parce que
en un mois, grosso modo, on a un pool. Et l'idée, on peut générer du matériel pour faire du développement, pour faire un low tox à partir de ce pool-là. Parce que la molécule, ça sera la même. Ça sera la même. Évidemment, peut-être que qualitativement, ce ne sera pas tout à fait la même que sur le clone in fine. N'empêche qu'elle sera majoritairement représentative et ça part de ce postulat-là. Ensuite, donc ce qui veut dire qu'on peut générer plutôt du matériel pour l'étude de tox qui est obligatoire. Ensuite, le gros raccourci, c'est sur le développement de procédés en Orange. On voit qu'il est de plusieurs mois sur la première version et très court sur la deuxième. Là, ça veut dire est-ce qu'on a suffisamment d'expertise sur une molécule ou sur une typologie de molécule pour avoir une approche plutôt plateforme. On se dit, on vise pas la performance, on vise pas si on titre à 10 grammes litre, on vise pas d'aller chercher le 15. On veut juste mettre en place quelque chose qui marche et qui, in fine, va conduire à une drug substance qui sera qualitative pour être injectée. Partant du postulat que si ça marche, post-phase 1 ou post-phase 2, il sera toujours temps de réadresser les performances du process sans le changer complètement, sinon on repart à zéro, mais rejouer sur ses performances. Et c'est en ça que c'est plus court, parce que là, du coup, c'est se baser sur une expertise, une plateforme, et on la déroule. Et en mitiguant le risque, évidemment, hein, l'idée c'est de faire qu'on n'aura pas toutes les données qu'on génère d'habitude sur un développement classique, mais c'est de proposer quelque chose où on a plus de chances de succès que de chances d'échec, sachant que de toute façon, in fine, c'est vraiment les spécifications de la drug substance qui permettent de dire je peux l'injecter ou je ne peux pas l'injecter. Et un troisième point qui apparaît là, souvent, classiquement, quand on fait la banque cellulaire officielle, GMP, qui va permettre de faire les lots production, on l'a fait, on attend d'avoir les tests et ensuite on fait les lots GMP. Là, vous voyez sur le second schéma qu'en fait c'est en parallèle. Le postulat qu'ils prennent, c'est de se dire je décongèle le clone que j'aurais sélectionné et à partir de là, je génère ma banque et en même temps mon lot GMP. Et de toute façon, quand j'aurai fini mon lot et que je voudrais libérer ma drug substance, il faudra que j'ai tous les tests sur ma banque. Scientifiquement, ça se tient, hein, on part de la même chose et au pire, les cellules ont 15 jours, 3 semaines de vieillesse de moins. Donc, tout ça pour dire, ça c'est 3 exemples qui peuvent expliquer cette réduction drastique de timing. Basé sur un rationnel plutôt scientifique. Évidemment, la conclusion de l'article, c'est que tout ça, c'est surtout des risques business en fait, qu'il faut assesser et être sûr que quand on fait ça, on a plus de chances d'y arriver que de ne pas y arriver. Et en aucun cas, en tout cas, toucher à la qualité. Et l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, peut-être ça sera pas optimal, mais ça sera juste et injectable. Et après, c'est pour ça que c'est des conciliations de business, parce que si au lieu d'avoir le procédé le meilleur du monde, on a juste un procédé bon, après il sera peut-être le meilleur du monde, hein, mais ça peut être suffisant, en tout cas pour faire de la phase 1 et de la phase 2. Et après, c'est vraiment encore une fois du business. Et si on veut faire plus, produire plus de l'eau, faire moins de l'eau pour produire plus, c'est des choses qui pourront être réassessées. Donc ça, c'était un peu la philosophie de type d'article et de réflexion que évidemment on a pu avoir nous pour essayer de répondre aux sollicitations qu'on avait des clients. Évidemment, c'est aussi des choses auxquelles on réfléchissait déjà en amont parce que tout le monde veut aller au plus vite en phase 1 ou en phase 2 parce que c'est là où on sait si la molécule il y a un vrai intérêt thérapeutique et où le projet peut prendre de la valeur et où nos clients qui sont par exemple des petites biotech, etc., vont lever d'autres fonds et ensuite sans doute céder à des gros groupes plus importants. Donc en fait, nous, on a fait cet exercice et on l'a abouti parce que derrière, il fallait répondre à des clients ou alors on aurait pu dire, bah, écoutez, nous, on met X temps et on ne peut pas faire mieux. Donc on a utiliser cette occasion pour challenger tout en interne et se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous raisonnablement. Et donc, comme je disais, on s'est basé sur une expertise procédée. Dans ce cadre-là, c'était des anticorps, et où on sait qu'on en a produit un certain nombre depuis un très grand nombre d'années. Donc, on a des plateformes. Donc, on est en mesure de faire ces raccourcis relativement raisonnables et rationnels sur le développement de procédés avec une approche, on va dire, de plateforme générique. J'ai remis des données, mais pour montrer que ça marche bien. Et encore une fois, les anticorps, ça fait plus de 30 ans que les premiers ont été commercialisés par Roche ou Genentech. Et en fait, les procédés ils sont toujours semblables. Après, évidemment, il y a des ajustements de paramètres, etc. Et on peut améliorer les performances. Mais globalement, en tout cas, on peut s'attendre que dans 80-90% des cas, on aura quelque chose qui sera injectable.
Évidemment, l'évaluation des risques associés, je le rappelle, parce que s'il y a des règles qui sont en place, des règles globales de travail, de fonctionnement, et d'un côté, évidemment, faut être sûr de son process, parce que si le process ne marche pas, ben, on n'ira nulle part. Mais derrière, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire réfléchir qu'est-ce qu'il me faut comme package au niveau analytique pour suivre ce développement, qu'est-ce qui a besoin d'être fait au niveau pour la phase 1. Est-ce que je peux pas réduire les choses? Et de toute façon, il n'y aura pas d'impasse, tout sera fait. C'est juste une histoire de curseur de quand je fais les choses. Mais en tout cas, faire le requis nécessaire pour faire de la phase 1 et de la phase 2 et peut-être déporter les choses après avec une part de risque qui doit être maîtrisée. Et le travail qu'on a fait, en tout cas, nous a permis d'avoir une réduction de temps effectif chez nous et c'est ce qu'on a pu traduire par 2 offres à ces clients-là. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion chez eux et on sait qu'on peut le faire. Donc voilà. Et donc le et après, pour conclure, c'est en tout cas, est-ce qu'on va en rester là? Non. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pas tous les jours qu'il y a une pandémie et c'est pas à souhaiter qu'il y en ait une tous les jours non plus. Le côté fast track tel que mentionné dans la publication, je pense qu'il est entendable au niveau des autorités, etc. Mais il n'y aura pas de passe-droit. À un moment donné, c'est la sécurité du patient. On ne va pas injecter quelque chose qui prend un risque quelconque plus grave que la maladie. Donc il y a ce rationnel qui est là, et maintenant il reste à l'éprouver aussi en dépôt réel réglementaire. Effectivement, la situation peut permettre d'accélérer certaines choses. Le après, c'est de se dire, est-ce que une stratégie telle que celle-là, dans un contexte hors Covid, est applicable? En tout cas, je pense que nous, on aura ce type d'offre possible dans ce qu'on peut offrir aux clients. Pour ceux qui veulent sécuriser, enfin aller vite en phase 1, phase 2, avec une part de risque business, encore une fois, pas qualité, acceptée et acceptable, et des offres où on est plus sur un schéma classique, où on développe un peu plus longuement, mais on capitalise plus au début, et ce qui évitera de revenir dessus après. Mais ça peut répondre à différentes choses, et sans doute que l'après-Covid fera qu'on sera sur un intermédiaire. Et peut-être que, à moins qu'on arrive à faire passer ce genre de choses systématiquement, mais en tout cas, voilà, le message c'est que ça nous a permis de réfléchir à ce qu'on pouvait offrir et revoir un peu nos façons de faire. Mais encore une fois, qualité first, sur risque business, oui, mais évidemment, il faut qu'il soit gérable parce que si on part sur quelque chose où il y a 10% de succès, c'est pas viable, mais d'être plutôt dans du 80 ou 90%. Donc voilà. C'est tout pour moi. Merci Christophe pour votre présentation. Je vous propose que l'on enchaîne avec Marc Maury, directeur scientifique chez Unitaire Développement, et Mohamed El Bojadeni, qui est directeur de CureCall. Marc, êtes-vous là? Je ne sais pas si Marc est là. Si ce n'est pas le cas, je vais prendre le relais. Eh bien, bien volontiers. Vous voulez me partager votre présentation? Ouais, je vais partager l'écran. Alors, attendez. Donc, vous êtes, vous, directeur de CureCall, la start-up portée par Unitaire. Tout à fait. Parfait. Je ne suis pas sûre que Marc soit présent. Je ne sais pas si vous voyez mon écran tous. Donc peut-être pour resituer, Mohamed, l'introduction que vous devez faire Marc sur le contexte de la création de CureCall peut-être et votre collaboration avec Unitaire, si vous pouvez en dire quelques mots. Tout à fait. Alors justement, CureCall est né d'une collaboration, d'une longue collaboration entre Pathfinder, donc qui est le startup studio de The Family, donc qui est situé à Paris, et Unitaire Pharma, donc sur la problématique de l'observance thérapeutique des patients chroniques. Nous avons commencé à collaborer sur ces sujets courant du mois de juin de l'année dernière. Le projet a émergé, je vais dire, fin février dernier, donc juste avant la crise du Covid. Et ça a été un peu dans ce contexte-là de Covid, de crise sanitaire, d'autant plus qu'on était déjà sur cette problématique justement des maladies chroniques qui est déjà une crise sanitaire, dans une crise sanitaire avec le Covid.
Et nous avons un peu réorienté très rapidement le dispositif, essentiellement pour lutter contre le risque de décrochage thérapeutique des patients pendant la crise du Covid. Voilà, ce sera un peu le propos de cette présentation, et également de vous partager quelque part les enseignements qu'on en tire aujourd'hui, nous, et également comment on va utiliser ces enseignements pour pouvoir déployer prochainement une plateforme de collecte de données de vie réelle. Entendu. Donc, je sais pas, vous voyez bien la présentation? on la voit, mais il faudrait que vous lanciez le diaporama peut-être. Alors, attendez, parce que du coup, quand je passe les slides, là, vous les voyez ou pas, non? Non, ok. Alors, attendez. Alors, on voit vos slides, mais on voit également vos commentaires en dessous. Oui, justement, c'est pour ça que normalement, ils ne sont pas censés apparaître. Ils ne sont pas censés apparaître. Emmanuel, est-ce que je peux vous demander de... Alors, attendez, je vais faire différemment, pardon. Ah oui, ok, d'accord. Je vois d'où ça vient. Non, ça devrait... Non, toujours pas. Emmanuel, je vais juste plutôt projeter un PDF. La version PDF, ce sera plus simple que Keynote. Oui, Je me pose quelques petits soucis. Très bien, parfait. Alors, meeting, partage. Ça doit être bon. Voilà. Voilà, nous l'avons à l'écran. Donc, effectivement, la problématique sur laquelle nous avons travaillé avec Uniter, donc est vraiment la problématique du risque de décrochage thérapeutique des patients chroniques, essentiellement par l'absence justement de consultation de ces patients-là, et par le fait également que l'offre de soins pendant cette période-là était très saturée. Bon, avant cela, je tenais simplement à rentrer un peu plus dans le détail dans ce qu'on fait, le problème qu'on essaie de régler, et quelle approche nous avons eue, et qui nous a permis très rapidement de rebondir par rapport à la crise du Covid, essentiellement par les délais de déploiement d'une plateforme de collecte de données. Et au-delà de la notion de collecte de données, le fait de déployer très rapidement un HDS avec plusieurs partenaires. Ce qui a été fait dans des délais records par rapport au temps habituel. Globalement, donc, nous avons développé une solution donc, qui porte sur 3 volets. Dans un premier temps, c'est consolider le lien entre le patient et le médecin, donc une solution de télésuivi qui permet donc de suivre les patients vivant avec une maladie chronique à distance par SMS. La solution permet également d'améliorer la rétention et l'engagement des patients pendant les essais cliniques. Et enfin, nous avons également toute une plateforme que nous appelons IJ, donc qui permet d'anonymiser toutes ces données-là, donc bien sûr avec le consentement du patient, mais on en parlera tout à l'heure, pour pouvoir donner accès aux industriels, aux acteurs de la santé qui souhaitent avoir accès à une base de connaissances sur la perception des médicaments, sur l'expérience vécue par les patients, par pathologie, par stream très différents. Et cette logique-là, et en tout cas cette solution-là, on est en train de le construire avec plusieurs partenaires, dont également donc, Google et Amazon, donc qui nous permettent également de propulser très rapidement la solution, qui nous en permet également de déployer la solution très rapidement pendant la période du Covid. Globalement, je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est de parler du problème. Ce que nous faisons actuellement, c'est que nous prenons les parcours des patients qui peuvent parfois être très complexes et créer des frictions pour leur observance. Et parfois, ces parcours peuvent être également source d'échecs et voire de décrochage thérapeutique. Et nous les transformons en expérience fluide de façon à accompagner étape par étape le patient vers son autonomie et vers l'amélioration de son état de santé. Je reviendrai dans le détail, on rentrera un peu plus dans le détail pour savoir à quoi ça consiste. Globalement, aujourd'hui, le dispositif est simple et efficace dans la mesure où il s'appuie sur du SMS. Il permet de suivre grâce à des agents conversationnels par SMS, donc directement dans le téléphone du patient, donc besoin d'installer aucun device, aucune application.
pour pouvoir donc avoir des éléments qui favorisent l'observance, comme des rappels, comme également la gestion des effets secondaires. La solution permet également de gérer à distance les symptômes et également l'efficacité des interventions des professionnels de santé ou également la mise en place d'un traitement, d'un nouveau traitement dans le cadre d'une maladie chronique. Et enfin, il y a toute la dimension éducation thérapeutique. Ces 3 volets ont été les 3 volets que nous avons identifiés faisant partie du lot de l'observance au sens entendu par les patients, en tout cas ce qui est attendu par les patients. Enfin, comme je le disais en introduction, nous avons également, grâce à cette solution, développé donc un système, plutôt un système ICRF qui permet aujourd'hui de suivre pendant tous les essais cliniques les patients par SMS de façon automatisée, de façon à collecter de la donnée, mais également à créer des mécanismes de rétention et d'engagement des patients pendant toute la durée des essais cliniques. Alors, je voudrais simplement insister sur le fait que si nous avons choisi ce canal du SMS, c'est pour plein de raisons qui ne sont pas évidentes a priori. Donc, au-delà de la question du SMS qui est beaucoup moins sensible aux différentes en tout cas différences catégorielles et notamment l'âge, c'est essentiellement par son efficacité. Actuellement, et particulièrement pendant le Covid, alors nous, on a eu des taux d'ouverture qui étaient de 100%, mais la moyenne d'ouverture d'un SMS, du canal du SMS pour pouvoir accompagner les patients, pour pouvoir faire l'éducation thérapeutique, pour pouvoir créer une expérience beyond the pill, est de 96 à 98%. Donc, vous avez quasiment plus de 9 chances sur 10 que lorsque vous voulez collecter une data, lorsque vous voulez partager une information, lorsque vous voulez communiquer avec un patient, que cette information puisse être lue par le patient ou en tout cas être consommée. Donc, globalement, cette crise sanitaire, comme je le disais, c'est une crise sanitaire qui se produisait déjà dans une crise sanitaire. Nous avons 23 millions de Français aujourd'hui considérés comme vivant avec une maladie chronique. Nous avons identifié en amont, alors depuis le mois de décembre, nous avions mené pas mal de tests essentiellement sur les réseaux sociaux parce qu'on animait des communautés de patients sur différentes maladies chroniques. Et ça a été un peu ces différents échanges avec ces patients qui nous ont alertés dès le début de la crise sanitaire sur énormément. En clair, on a eu une explosion de questions qui étaient posées sur ces groupes-là, particulièrement des groupes Facebook, des questions en lien avec leur traitement, des questions en lien également avec leur parcours, des questions en lien avec le Covid, énormément de questions donc, qui étaient à la fois sur la crise sanitaire du Covid, mais également en lien avec la gestion de leur pathologie. Et c'est comme ça qu'a émergé très vite l'idée chez Uniter via Curcol de déployer un dispositif justement pour lutter contre ce risque de décrochage thérapeutique, à la fois à destination des professionnels de santé, donc pour certains qui voyaient l'état de santé de leurs patients se dégrader, à destination des patients qui manifestaient un vrai besoin sur les réseaux, et enfin à destination des associations de patients avec qui on travaillait, qui également confirmaient ce besoin et en tout cas cette augmentation de la sollicitation de la part des patients. Alors, en quoi consistait ce dispositif? Alors, ce dispositif était très simple. Ce que nous avons identifié, comme je le disais en amont, c'est que vous avez 2 façons de concevoir le parcours du patient. Le patient est diagnostiqué où il consulte son médecin, il débute son traitement ou il prend son traitement. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à la prochaine visite de contrôle, il y a énormément d'événements qui se produisent et on ne sait pas ce qui se produit pendant ces périodes-là. Alors, globalement, ce sont ces événements qui se produisent entre ces consultations qui vont créer des moments de friction pour les patients, qui fait que ces patients-là vont aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur leur vécu, sur leur traitement, sur leurs effets secondaires. Et du coup, on s'est mis à imaginer une expérience digitale des traitements, ou en tout cas une expérience digitale qui permettrait d'assurer le suivi automatisé des patients entre les différentes consultations et qui pourrait être également un outil d'aide à la décision pour le professionnel de santé. Et en pratique, ça a donné ce dispositif Covid, qui a été une réponse pour nous simple et rapide à déployer, qui a permis d'envoyer de l'information fiable en lien avec le Covid aux différents patients qui étaient inscrits sur la plateforme, directement via le site Internet, mais via également les prescriptions, ou plutôt via les patients inclus par les professionnels de santé avec qui on travaillait. On communiquait également en fonction de la pathologie, donc des outils, également des conseils pour pouvoir mieux gérer au quotidien leur santé, particulièrement dans une situation de confinement où la gestion justement de sa maladie devient encore plus problématique. Et enfin, nous avons permis aux professionnels de santé avec qui nous avons travaillé d'avoir justement une solution de suivi à distance par SMS sécurisé qui permettait de suivre à distance les patients et d'avoir des alertes
lorsque cela était pertinent pour pouvoir savoir quels étaient les patients qui avaient le plus besoin d'aide. Donc l'idée pour nous, c'était réellement d'offrir une tour de contrôle aux professionnels de santé pour pouvoir les aider à mieux gérer le flux de patients qui arrivaient dans leurs différents cabinets. Si nous devions en tirer une leçon justement de ce dispositif et de cette période Covid, pour nous, il y a deux éléments très importants. Alors, il y a le premier qu'on appelle chez Curcol, et on en parle souvent avec Uniter, c'est la culture des guérisseurs. Alors, ce qu'on appelle la culture des guérisseurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde des startups fait énormément référence à un univers qui est celui des pirates pour décrire ses valeurs, mais également pour décrire le procédé de fonctionnement ou plutôt, je dirais, la façon d'aller sur une filière ou d'attaquer un marché. Aujourd'hui, vous avez un nouvel univers qui est en train d'émerger, qui est très intéressant et qui nous éclaire énormément sur la transition et particulièrement sur la numérisation de la santé, qui est la culture des guérisseurs. Cette culture des guérisseurs, elle se matérialise particulièrement par trois éléments et renforcée par le digital, parce que toutes les filières qui ont été touchées par le digital ont eu trois particularités. C'est une demande accrue d'empathie, d'écoute et de personnalisation. Le deuxième élément, c'est ce qu'on pourrait appeler justement cette culture du beyond the pill. 3.0. Au-delà de ça, c'est pendant très longtemps, on pensait que faire du digital, c'était tout simplement produire un certain nombre d'outils digitaux qui venaient se rajouter à l'expérience existante. Or, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que accompagner les patients de façon digitale, c'est sans doute la meilleure façon de les accompagner dans le temps et de leur apporter en tout cas l'expérience qu'ils souhaitent avoir au quotidien. Et justement, par rapport à ça, donc au sein de Curcol, nous avons imaginé donc cette expérience autour de trois gros volets qui nous permettent justement de répondre à ces besoins d'alliance avec la multitude. Un suivi automatisé pour la mise en place des traitements, un suivi de l'efficacité des traitements et des interventions. Donc ça, l'idée, c'est de renforcer le lien entre les professionnels de santé et les patients. Et enfin, un ensemble d'outils qui seront displayés via justement ce dispositif, qui sont des outils pour mieux vivre leur maladie au quotidien. Alors pour finir, aujourd'hui, grâce à cette expérience qui nous a permis très rapidement de déployer ce dispositif, et de pouvoir le tester en situation réelle et d'en tirer des enseignements à la fois sur les attentes des patients, mais également sur son fonctionnement au quotidien dans la vie des patients. On a imaginé trois briques que nous allons aujourd'hui généraliser. La première qui est à gauche, je suis désolé, il n'y a pas les animations sur la présentation, c'était le cas dans le keynote. On a imaginé donc un premier assistant pour les patients, donc qui fonctionne actuellement, qui est capable aujourd'hui, grâce à différents agents conversationnels, de discuter de façon automatique et particulièrement grâce à une intelligence artificielle, de pouvoir détecter les besoins des patients. Donc, j'ai un effet secondaire, l'agent conversationnel prend le relais, comprend de quel effet secondaire il s'agit, sachant qu'il connaît en amont le traitement du patient, et prend le relais pour pouvoir savoir s'il s'agit d'une urgence, et si c'est le cas, de pouvoir communiquer directement avec le professionnel de santé ou tout simplement d'aider le patient grâce à du contenu ou grâce à d'autres actions à gérer son effet secondaire. Dans le cadre des professionnels de santé, ce que nous mettons en place, c'est réellement un dispositif de télésuivi à distance qui permet aujourd'hui de digitaliser des protocoles de suivi et d'avoir réellement une tour de contrôle justement sur l'ensemble de leurs patients. Et enfin, grâce à ces deux dispositifs qui communiquent et qui permettent de consolider le lien patient-professionnel de santé, nous avons une troisième base de données qui nous permet aujourd'hui, et particulièrement pendant le Covid, alors on a eu énormément d'enseignements sur certains traitements, où on a pu très rapidement identifier quelle était la perception des patients de ce traitement-là. Comment cela avait un impact sur, et pourtant on est sur une période très courte de 30 jours, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, nous, une vague de patients qui vivent avec le glaucome, qui étaient en début de traitement et qu'on a pu suivre également pendant toute la période, qui nous ont permis également de voir comment le dispositif aujourd'hui était capable justement d'extraire de la connaissance sur cette expérience et d'en faire une connaissance qui peut être utile aux industriels de la santé. Donc globalement aujourd'hui, si on devait en tirer des enseignements donc, de ce dispositif que nous avons mis en place, également de cette crise du Covid, c'est que tous les acteurs de la santé vont devoir, industriels, acteurs de la santé ou quels qu'ils soient, vont devoir répondre justement à ces nouvelles attentes et ces nouvelles pratiques.
particulièrement la digitalisation des parcours de soins qui s'est généralisée. Il y a énormément de freins psychologiques qui ont sauté pendant cette période du Covid. Une généralisation, en tout cas un usage plus massif de la télémédecine, et enfin toutes ces attentes centrées sur le patient qui se développent et qui aujourd'hui sont en train de se renforcer. Et enfin, pour finir, donc, ce dispositif sera donc généralisé donc, au sein de Curcol. En tout cas, Curcol fera partie, en tout cas, d'une offre généralisée post-Covid, donc proposée par Uniter. Donc, pour répondre à 3 grosses problématiques que nous avons identifiées aujourd'hui, qui vont être 3 gros streams qui sont annoncés en termes de changement sur le secteur de la santé, que sont justement ces attentes de béantes de piles qui ont tendance à être très prononcées aujourd'hui, auxquelles il va falloir répondre. Et le dispositif que nous avons essayé de mettre en place, nous allons généraliser dans la mesure où il permet à moindre coût de développer des expériences béantes de piles. Également, de transformer les essais cliniques essentiellement grâce à un dispositif qui permet d'améliorer l'observance et la rétention des patients. Et enfin, la mise en place justement de cette plateforme IJ de collecte de données de vie réelle et leur analyse. Emmanuel? Oui, merci Mohamed pour votre intervention, la présentation de cet outil particulièrement utile et efficace pendant cette période de crise sanitaire. Je retiendrai le terme de pharmatech, j'ai bien aimé le concept. Je donne la parole maintenant à Emmanuel Alibert de Novartis. Bonjour. Emmanuel. Oui. Du coup, je vais vous présenter. Bonjour. De la même façon, vous nous partagez l'écran? Oui. Voilà, ça devrait être bon d'ici quelques secondes, je suppose. Vous me dites si c'est bon pour vous? Oui, pour le moment, on attend. Voilà, c'est bon. Alors, de la même façon, Oui. voilà, vous lancez votre diaporama. Parfait, c'est parfait. Donc, je suis Emmanuel Alibert, responsable des relations institutionnelles et économiques pour Novartis en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Emmanuel Pango et Luc Guillain de me donner la parole au sein de ce biomeeting et de pouvoir ainsi vous présenter les réponses qu'a pu apporter Novartis donc face au Covid-19 en termes de dispositifs barrières, sans jeu de mots, de solidarité, d'efforts de recherche et aussi d'accès à nos traitements. Alors, avant de vous présenter le dispositif barrière qu'on a eu face à l'épidémie, juste un mot sur Novartis et notamment son implantation en France. Donc, c'est une entreprise de santé innovante, leader dans les soins. Mais bien avant la crise, Novartis, c'est un laboratoire suisse qui a fait le pari de la France en étant très présent et très implanté sur le territoire. Actuellement, nous sommes 5000 collaborateurs, alors que ce soit en région parisienne, notamment à Réunion-Maison, où nous avons notre siège social, Novartis Biome pour l'innovation digitale, la plateforme recherche mondiale en oncologie. Pas très loin à Levallois-Perret, nous avons aussi le siège social de Sandoz. Et puis, toujours en région parisienne, au sud de Paris, aux Ulysses, nous avons l'ancienne société Cell4Cure, qui appartenait avant à LFB et qui appartient maintenant à Novartis, qui est notre plateforme de production pour l'Europe, notamment de notre thérapie cellulaire et génique, notamment pour notre Carticell. Où sur ce site de production, il y a 200 collaborateurs et un site beaucoup plus important à Huningue, donc en Alsace, avec 600 collaborateurs, où là, on est plus sur la production de médicaments de biotechnologie. Et puis enfin, des petits points parsemés un peu sur l'hexagone avec la société AAA, qui est une entreprise française que nous avons acquis et qui est spécialisée dans la radiothérapie interne vectorisée. Donc vous le voyez, Novartis n'a pas attendu, on va dire, le process de relocalisation pour être très implanté en France et nous en sommes très fiers, bien sûr.
Alors, en termes de dispositifs barrières face à l'épidémie, tout d'abord, un premier chiffre, le chiffre 100, avec 100% des collaborateurs donc, qui ont été maintenus en activité. Beaucoup de télétravail mis à disposition, notamment pour le siège social, avec un télétravail qui est imposé encore jusqu'au 28 août, jusqu'aux dernières nouvelles. Une protection aussi des collaborateurs avec un adressage systématique de masques et autres éléments. Et puis aussi une mise en place d'un programme interne de formation donc interne pour les collaborateurs, mais aussi pour leurs familles. Alors peut-être au désespoir de mes enfants qui ont pu en bénéficier de temps en temps, mais voilà, il y a eu aussi cette démarche-là de la part de notre employeur de mettre le plus de dispositions possible ces éléments. Et puis un dernier chiffre, 0, qui correspond donc à 0 recours au chômage partiel, 0 jours de congé obligatoire pendant le confinement et avec forcément, vous le voyez, 0 impact sur les finances de l'État. Alors après ce dispositif barrière, donc pour ses propres collaborateurs, il y a eu aussi un engagement, j'ai envie de dire solidaire, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle locale. Alors tout d'abord, ça a commencé au niveau mondial avec Sandoz, qui fait donc des médicaments génériques et des biosimilaires, qui s'est engagé à maintenir des prix stables pour l'ensemble des pays. En France, par exemple, ça a été aussi cet engagement solidaire, c'est 220 000 masques qui ont été distribués très rapidement et de combinaison auprès des ARS et des CHU, notamment sur l'Île-de-France et le Grand Est. Et ce sont aussi 12 jours de congé solidarité qui ont été offerts pour tous les collaborateurs qui se portaient volontaires pour aider les professionnels de santé ou autres dans cette période de crise. Autre point aussi, c'est un investissement important qu'on peut quantifier donc de 20 millions d'euros investis, dont 1 million d'euros pour la France, qui ont permis notamment de soutenir des projets. Alors, je vous en ai cité 3 ici, mais ça peut être le projet EHPAD, notamment pour éviter l'isolement des personnes âgées, le projet Croix-Rouge, qui a permis notamment la dispensation de produits de première nécessité, mais aussi de médicaments, et puis la coalition aussi santé innovation, qui était aussi pour porter de l'aide aux patients atteints de pathologies chroniques. Et je pourrais vous citer aussi des soutiens au travers la réserve sanitaire, mais aussi la réserve sociale. Autre point important, donc pour être un laboratoire innovant, il faut faire de la recherche et on a contribué donc à notre échelle à l'effort de recherche, bien sûr, mondial pour trouver et essayer de trouver un traitement. J'ai mes slides qui ne passent plus. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, concernant notamment la mise en place de nouveaux essais, la priorité au sein de Novartis a été donnée aux essais sur la prise en charge des patients atteints du Covid-19, avec, vous le voyez, 4 études cliniques qui ont débuté assez rapidement pour des essais, donc notamment avec nos traitements. Un effort aussi de découverte et de soutien. Alors, ça a été notamment au travers de la coordination avec la fondation Bill and Melinda Gates, mais aussi la collaboration avec Life Science. Et puis ensuite, donc cet effort de recherche localement, on a pu le faire aussi au CHU de Bordeaux, avec notamment 3 essais qui ont été ouverts avec notamment des traitements Novartis. Donc ça, c'était vraiment la contribution à l'effort de recherche mondial, mais on peut le voir aussi au niveau local. Et puis il y a eu aussi une volonté de pérenniser, j'ai envie de dire, l'accès des patients non Covid, que ce soit aux essais pour des patients non atteints de Covid, mais aussi par rapport au traitement. Alors cette pérennisation, elle s'est fait aussi parce que
au niveau national, que ce soit l'ANSM, la DGS, la RPH, la CNIL, la DGOS ont proposé aussi des solutions pratiques pour la mise en place des adaptations, des essais cliniques en cours. Ça pouvait aller d'une suspension d'un essai, d'une modification des lieux de recherche, adaptation des conditions de suivi, monitoring ou de vigilance, poursuite éventuelle de traitement pour certains patients dont le bénéfice était très important. Et donc, toutes ces solutions, on se rend compte qu'elles se sont inscrites donc sur le plan national, mais elles s'inscrivent aussi, j'ai envie de dire, dans la continuité des propositions européennes qui sont établies collectivement par cette Commission européenne. Et ainsi, les entreprises du médicament, que ce soit Sanofi, Novartis, ont bien sûr donc contribué aux essais, que ce soit pour les nouveaux essais, mais aussi pour maintenir les essais qui étaient en cours. Sur le plan national, sachez que Novartis est le premier contributeur d'essais industriels donc en France, et le choix qui a été fait au vu de, et ça va de soi, au vu de la disponibilité des personnels, on va dire de la suractivité qu'il y avait du fait du Covid. Pour ces autres patients, le choix a été fait d'arrêter le recrutement, donc à l'exception des études pour lesquelles le bénéfice patient était très élevé ou trop élevé. Ça a été jusqu'au 31 mai. Et à distance, ce qui est à saluer, c'est que notamment tous les ARC ont continué à monitorer aussi ces essais pour ces patients atteints de pathologies hors Covid. Et par contre, depuis début juin, on est dans une reprise de recrutement pour les essais prioritaires, avec bien sûr l'accord des centres hospitaliers. Et sachez que chaque semaine, il est fait une analyse du risque afin de guider nos décisions. Quel essai on relance, quel essai on laisse en veille, ou pour vraiment permettre aux patients de pouvoir poursuivre ces essais. Et en parallèle, vous le voyez, il y a aussi une volonté de mettre à disposition l'ensemble de nos traitements pour les patients chroniques notamment, afin de garantir un égal accès au traitement. Et pour ça, c'est allé aussi jusqu'à des actions qui ont permis d'aider notamment les grossistes répartiteurs pour qu'ils puissent mettre à disposition les traitements au sein des pharmacies, qu'elles soient hospitalières ou en officine. Et notamment, on leur a permis d'avoir une disposition, on leur a mis à disposition notamment des masques pour le personnel. Et autre exemple aussi dans l'engagement que nous avions de vraiment mettre à disposition nos traitements, c'est au CHU de Bordeaux, concernant donc notre thérapie génique et cellulaire, qui est utilisée donc pour des patients dont le pronostic vital est engagé. Nous avons honoré durant cette période de Covid les commandes de traitement qui étaient très importantes pour ces patients. Donc à la fois, vous le voyez, un engagement fort pendant le Covid pour faire de la recherche sur les patients atteints de Covid, mais aussi un maintien des traitements et de la recherche le plus possible pour les autres patients. Alors, si voilà, j'avais noté une petite conclusion, donc et demain, donc avec une note, on va dire, d'optimisme, ça serait pour moi ensemble c'est possible, car il est intéressant, je trouve, à mes yeux, de souligner que cet élan de solidarité, donc qui est quand même assez inédit entre l'ANSM, la DGOS, le LEM, donc les entreprises du médicament, avec un engagement commun qui était vraiment de l'ensemble de toutes les parties prenantes. Et ben, cet engagement, il a contribué à l'accès notamment aux essais. Et cette solidarité, elle était, je trouve, vraiment très importante. Et elle est à saluer, une solidarité qui a été à la fois publique et privée. Et c'est pas toujours le cas, je trouve, dans le monde de la santé. Donc c'est plutôt remarquable à mes yeux et c'est à saluer.
Et juste pour illustrer ce propos, début mai, et donc vous le voyez, Novartis était bien sûr acteur dans ces essais. La France était au 2e rang mondial, derrière les États-Unis en termes d'essais Covid, avec 205, dont 87 d'études cliniques. Donc c'était vraiment très remarquable d'être juste à cette 2e rang mondial. Donc s'il existe un enseignement à tirer pour moi, c'est qu'avec un peu, voire beaucoup de bonne volonté, ces partenariats donc, ont pu réduire de façon drastique, et tout à l'heure Charlotte l'évoquait, les délais. Ça a permis aussi de mieux dialoguer avec toutes les parties prenantes et ainsi de permettre, je trouve, un accès plus rapide des traitements, des patients au traitement. Alors, pour finir, est-ce qu'on pourrait pérenniser ces bonnes pratiques qui ont été mises en place durant la crise pour fluidifier l'accès à l'innovation? J'espère. Et j'espère surtout qu'on pourra essayer de capitaliser dans l'avenir sur ces bonnes pratiques. Voilà. Merci Emmanuel. Merci à vous. Merci pour cette note d'optimisme. Je vous propose, vu que le temps passe assez vite, que l'on réserve les questions peut-être pour la fin du biomeeting et que l'on fasse maintenant intervenir les dirigeants de start-up ou entreprises innovantes. Donc, Christophe Brun de Betterize, êtes-vous présent? Oui, je suis là, je vous écoute. Bonjour, merci Bonjour, d'être bonjour. présent. Peut-être que vous pourriez activer votre caméra. Ouais, avec plaisir. Hop, toc. Voilà, Normalement, vous m'entendez, vous me voyez, je pense. on vous entend bien, vous voyez également. Écoutez, je vous laisse vous présenter votre entreprise. Innovante, on est bien d'accord, plus start-up, on en a parlé hier. Et je vous rappelle aussi que le temps est compté. Bon, je ne vous mets pas de chrono, hein, mais voilà. D'accord. J'ai ma petite pendule en face de moi. Il est 16h09 à 16h14-15. Je vous rends la parole, puisqu'on avait 5 minutes. D'abord, je vous remercie de nous donner la parole. Certains acteurs, je pense, autour de cette conférence nous connaissent un petit peu. Chez Betterize, nous sommes une société éditeur d'outils de télésuivi, de téléaccompagnement, digitaux, évidemment. Nous sommes nés le 19 février 2013, pour être tout à fait exact. Donc, on a eu 7 ans au mois de février dernier. On est une boîte française indépendante. Nous sommes installés à Biarritz et à Bègles. Notre direction de projet est à Biarritz, c'est l'ensemble de nos techos, c'est notre ingénieur en chef est à Bègles. Au moment où je vous parle, moi je suis à Paris parce qu'une partie de notre business est quand même pas mal partout ailleurs en France et notamment en Île-de-France. Aujourd'hui, nous sommes alors Emmanuel le disait, on n'est plus vraiment une start-up, j'ai l'habitude de dire qu'on est une PME innovante. On est une vingtaine de collaborateurs. On va faire, je dis on va parce que nos comptes sont pas encore arrêtés en 2019, mais environ 2,5 millions de chiffre d'affaires en 2019. Donc, voilà, on est une boîte qui existe, qui tourne, qui a un PNL positif, qui a des clients, qui gagne sa vie. Notre vision au départ en 2013, elle tournait autour de 2 axes essentiels qui, je pense, aujourd'hui ne vous échappent plus. Le premier, c'est qu'on est persuadé, quand on a commencé à réfléchir à tout ça en 2011-2012, que le digital et notamment le mobile allait devenir un peu le phare dans la brume du parcours de soins, autant pour ceux qui suivent les soins, autrement dit pour nous tous à un moment donné de notre vie, que pour ceux qui les adressent. Et la deuxième vision qu'on avait à l'époque et qui se vérifie aujourd'hui, et je vais vous expliquer comment est-ce que le Covid a finalement accéléré la manœuvre pour nous, c'est que on était persuadé déjà à l'époque, et on le vérifie encore une fois aujourd'hui, que quand vous avez affaire à un médecin, dans le colloque singulier que vous avez avec le soignant qui vous prend en charge, le médecin, dans sa prise en charge, vous propose une molécule chimique ou un médicament ou un geste médical pour régler votre problème de santé, et en même temps, il doit, normalement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous proposer de plus en plus ce qu'on appelle de façon un peu provocatrice une molécule digitale pour vous accompagner et vous aider dans la compréhension de la gestion de votre maladie au quotidien. Voilà. 7 ans après, donc, on est toujours là.
On travaille aujourd'hui pour 3 groupes principaux de clients du monde de l'écosystème de la santé. Un premier groupe constitué par les assureurs et les organismes de prévoyance qui sont intéressés d'intégrer dans leurs prestations un certain nombre d'outils d'accompagnement, de services d'accompagnement, beaucoup sur la prévention primaire et le wellness. On a un deuxième groupe de clients qui sont les industriels de la pharma, qui, dans une logique que Mohamed appelait très bien tout à l'heure le Beyond the Pills, ont envie et besoin, on pense aujourd'hui, de proposer non seulement des molécules chimiques ou des devices, mais aussi les services d'accompagnement qui doivent aller avec. On leur explique que, et je profite de la présence aujourd'hui de ces grandes et belles marques de la pharma, on leur dit en général qu'on essaie avec ce type d'approche de les faire passer du statut de medicine provider à celui de Global Method Provider, c'est-à-dire que je propose pas simplement un médicament ou un device, mais un médicament et un outil d'accompagnement qui va avec. Et on a un troisième groupe d'acteurs avec lesquels on travaille, qui sont les établissements de soins, publics et privés, qui sont de plus en plus dans cette réflexion, et on est un peu plus au-delà de la réflexion maintenant, de se dire le digital est un outil au service des soignants, au bénéfice des patients. C'est peut-être le moment de déployer ce type de solution. Dans notre vision, au démarrage de notre boîte et au moment où on l'a créée, on se disait, on vérifie aujourd'hui encore une fois que finalement c'est de plus en plus les données des patients qui se déplacent avant les patients. Comment est-ce que le Covid a été une période un peu particulière pour nous? Je dirais que, à moitié avec un sourire sur les lèvres, que cette période a été une période très bénéfique pour nous. On a été confinés tous le 17 mars dernier. Très vite, dès fin mars, on a lancé un grand message sur les réseaux, sur nos LinkedIn, chez nous, chez Betterize, en expliquant que si vous êtes un établissement de soins et que vous avez besoin de continuer à prendre en charge vos patients pendant cette période de confinement avec la mise en place du plan blanc, que vous êtes constaté que vous êtes obligé de suspendre notamment les programmes d'ETP, d'éducation thérapeutique des patients, puisque les patients ne peuvent plus se déplacer, eh bien, si vous avez besoin de ces outils de téléaccompagnement, on vous les met à disposition. Voilà, on leur a dit, c'est un peu la guerre. S'il y a bien quelque chose qu'on peut faire pour vous, c'est au moins vous mettre à disposition nos outils. On croyait pas si bien faire. Au moment où je vous parle, on a environ une cinquantaine d'établissements publics et privés ou d'associations de patients d'ailleurs qui en sont en train en ce moment de tester et ou de déployer nos solutions. Alors avant le Covid, on avait déjà des travaux en cours. On travaille pas mal avec le CHU de Bordeaux notamment et les services du professeur Coufinal sur la thématique de la cardio. Mais on travaille avec un groupement de cliniques privées sur une thématique de la néphrologie. Donc le Covid a été cette période d'accélération un petit peu de l'histoire. Un peu contraint et forcé de la part des soignants qui effectivement se disaient effectivement il faut qu'on continue à prendre nos patients en charge alors qu'ils ne viennent plus nous voir, et ça nous a mis nous une forme de pression, et on a donc comme ça déployé et mis en test et ou déployé chez certains d'ailleurs dès aujourd'hui nos solutions pour le téléaccompagnement des patients. J'insiste sur un point assez fort aujourd'hui qui est les niveaux de certification qu'il faut qu'on puisse montrer, la patte blanche qu'il faut qu'on puisse montrer pour pouvoir proposer ce type de dispositif. Évidemment qu'on est dispositif médical, on est certifié ISO 13485, classe 1. On peut donc faire circuler des informations avec un système, un dispositif digital vers un médecin pour qu'il prenne en charge son patient. Dès l'instant où on fait ça avec un dispositif, on doit être dispositif de classe 1, ce que nous sommes, et c'est pas le cas de tout le monde sur le marché aujourd'hui. Et à la fois, comme on était prêt sur ce plan-là, comme on pouvait montrer qu'on était en capacité de le faire sur le plan réglementaire, cette période nous a permis de convaincre pas mal de chefs de service, de porteurs de programmes ETP en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine, de proposer, déployer nos solutions. Voilà. Emmanuel, je suis à 15h, à 16h16. Donc, je m'arrête. Écoutez, merci infiniment. Peut-être quelques mots. Comment vous avez, donc traversé cette crise, votre retour sur le vécu de la crise, donc plutôt positif, vous l'indiquez. Et peut-être qu'est-ce qui va perdurer dans l'avenir. Alors, ce sont des nouvelles opportunités pour vous, ces déploiements. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a bien sûr. En quelques mots. Oui, en quelques mots, vous savez, si on devait parler de marketing
alors c'est pas très bien vu dans nos activités, mais quand même, on a finalement un peu involontairement pratiqué la stratégie du distributeur de savon. On a mis à disposition des outils. Les gens les utilisent et sont contents de les utiliser, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qui nous remonte aujourd'hui. On se dit que quand ils auront consommé la première cartouche de savon, il faudra bien qu'ils en installent une deuxième. Donc, on leur a dit pour l'instant, déployez, testez, utilisez, faites vivre vos patients avec ces outils et on verra une fois que la crise sera passée comment est-ce qu'on s'organise avec les ARS, comment est-ce qu'on s'organise avec des labos. Certains dispositifs qu'on propose aujourd'hui sont financés par des labos. Les labos viennent au soutien de ces initiatives et je les en remercie. Autour de la table, nous avons quelques labos aujourd'hui et heureusement que ces acteurs sont là. La question qu'on peut se poser demain, c'est ce genre d'outils mis à disposition des patients avant d'arriver à l'étape ultime qui sera celle du remboursement par la CPAM. Quels sont les acteurs qui sont les mieux placés et qui mieux qu'eux pour proposer ce type de dispositif, autant aux établissements de soins dont ils sont les prestataires qu'auprès des clients qui sont les utilisateurs finaux de leurs produits. À mon avis, ce sont les labos, plus encore que les mutuelles et les assureurs. Et on parle avec beaucoup de labos aujourd'hui. On en compte parmi nos clients. On a 2 labos avec lesquels on bosse aujourd'hui sur d'autres sujets, notamment sur un sujet de diabète de type 2. La pérennité de ce qu'on déploie aujourd'hui passe par, j'espère bientôt arriver à pouvoir faire rembourser ce type de solution par nos instances publiques, et 2, faire porter ce type d'initiative par des labos qui, non seulement, je pense, seront très heureuses de montrer à leurs médecins partenaires qu'elles peuvent les aider dans le déploiement de ces solutions, mais les labos qui bossent avec nous aujourd'hui et qui sponsorisent ce type d'initiative, on leur met à disposition la solution et ensuite ils peuvent aller la déployer dans d'autres établissements s'ils le souhaitent et on le fera pour eux. Voilà. Ça nous a permis un peu ce coup de billard à 3 bandes, convaincre les établissements de soins et les soignants de déployer les solutions et indiquer aux labos qu'on était en capacité de le faire et qu'on ne détestait pas l'idée de pouvoir se faire soutenir par eux pour pouvoir avancer et financer ces dispositifs qui ne sont pas donnés évidemment. Merci Christophe pour votre présentation. Donc le temps est compté, hein, même si le sujet est très intéressant. On attendra les questions des participants en fin de biomeeting. Donc maintenant, j'accueille Florian Bernard, CEO de Nurea. Oui, je viens d'activité, vous me voyez. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour Emmanuel. Donc, vous développez un logiciel d'analyse d'image, c'est ça, utilisé pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de maladies vasculaires. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur le vécu de la crise? Comment la start-up a traversé cette période et quels enseignements pour l'avenir? Voilà, ouais, bah, déjà merci de me donner la parole. Merci de m'avoir proposé d'intervenir. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous, on développe un outil d'analyse d'image médicale. On avait un discours déjà avant la crise qui était beaucoup basé sur la prévention. Notre objectif était vraiment de dire qu'il y a beaucoup d'informations contenues dans les images. Aujourd'hui, on n'utilise pas tout ce qu'on peut en extraire pour de multiples raisons, de la complexité, du temps à passer, le manque d'outils. Et pourtant, ces informations-là peuvent être déterminantes pour éviter l'arrivée d'accidents cardiovasculaires, puisque nous, c'est la thématique qui nous occupe. Donc voilà, c'était déjà la première chose, c'est que ces discours de prévention, on commence à les entendre et de plus en plus, et donc pour nous, c'est une bonne chose. Ensuite, l'arrivée de la crise, effectivement, ça a été quand même assez soudain. Nous, on est 6-7 personnes sur 2 sites. Donc, il a fallu quand même s'adapter. On n'avait pas mis en place de télétravail avant la crise, par exemple. Donc, il a fallu mettre en place tout ça. On a une équipe très jeune, donc ça a soulevé aussi des difficultés sur l'organisation du travail, l'autonomie de chacun, etc. Donc, il y a eu un petit temps d'adaptation à avoir à ce niveau-là. Et ensuite, on avait aussi beaucoup l'habitude de se déplacer pour aller dans les hôpitaux, rencontrer nos utilisateurs ou futurs clients. Et ça, c'est évidemment des choses qu'on n'a pas pu continuer à faire. Donc, ça a été un deuxième point difficile. Et les hôpitaux, bien évidemment, ont été un peu moins disponibles qu'avant, ce qui se comprend tout à fait. Donc voilà. Et le troisième point qui a été un peu difficile aussi à l'arrivée de la crise, c'est qu'on se préparait à rentrer en une période de levée de fonds et que du coup, il a fallu choisir qu'est-ce qu'on allait faire si on continuait.
en sachant pas très bien ce qui allait se passer et comment les différents fonds d'investissement allaient réagir. Donc, il y a eu une période vraiment compliquée au début où il a fallu un petit peu tout réinventer. Et en fait, c'est ce qu'on a fait finalement assez rapidement. Et on a pris des décisions qui ont été finalement assez fortes, tant du point de vue R&D, du point de vue stratégique, commercial. Et ensuite, ce qui nous a aussi bien aidé, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'échos en Amérique du Nord, parce que il se trouve que c'est les hôpitaux là-bas et les praticiens là-bas qui probablement ont eu un peu de temps de libérer avec cette crise. Ça a été aussi le cas pour certains, mais beaucoup plus rarement en Europe. Et on a pu développer, vraiment accélérer le développement de notre outil et aussi changer la manière dont on allait le distribuer, parce qu'on s'est dit c'est peut-être l'occasion d'envisager des développements qui n'étaient pas spécialement prévus, en tout cas pas spécialement prévus aujourd'hui. C'est peut-être le moment de les faire finalement avec cette obligation de rester chez nous. Et c'est ce qu'on a fait et du coup on a développé une plateforme qui n'existait pas avant. Donc une plateforme d'analyse d'images où on fournit, voilà, les praticiens peuvent uploader les images médicales anonymisées sur notre plateforme. On les traite et on leur renvoie le résultat. Et c'est quelque chose qui n'était pas possible avant parce que nous, on avait fait le choix pour des questions réglementaires de leur délivrer un logiciel donc entier, standalone. Et donc ça a été un vrai virage et qui a été plutôt bénéfique parce que on s'est rendu compte que, encore une fois, notamment aux États-Unis, il y a eu, alors, je dirais pas un engouement, mais un intérêt assez certain pour utiliser cette plateforme et du coup ça va même nous permettre dans un avenir assez proche de signer nos premiers contrats. Donc ça c'était vraiment une bonne chose. Donc les principaux enseignements, je dirais, pour nous, de ce qui s'est passé, ça a été vraiment une réorganisation du travail. On a dû vraiment changer nos habitudes. Alors on a réussi à préserver, on va dire, la solidarité dans l'équipe et l'envie de travailler ensemble. Pas se voir pendant 2 mois, ça peut être un petit peu compliqué quand on a l'habitude de passer nos journées ensemble, mais finalement on a réussi à préserver ça. Et on a eu des nouvelles opportunités aussi qui se sont créées grâce à cette crise. Donc voilà, finalement, que des points assez bénéfiques alors de ce point de vue-là, hein, bien sûr. Et voilà, et j'espère des enseignements aussi d'un point de vue sociétal pour l'avenir. Et voilà, et finalement, les changements d'habitude qu'on avait aussi à beaucoup se déplacer, j'espère que c'est quelque chose qui restera aussi, de profiter d'outils comme celui qu'on est en train d'utiliser pour faire beaucoup plus de réunions comme ça et non pas en se déplaçant. Voilà. Écoutez, merci pour votre témoignage. J'appelle maintenant Romain Renard de Oui. Bonjour à tous et je vais partager mon écran. Alors, Meditech développe une solution de traçabilité du médicament basée sur la techno blockchain, largement déployée en Afrique pour lutter contre les contrefaçons. Voilà, c'est en guise d'introduction. Exactement. En attendant qu'on puisse voir votre écran. Tout à fait. Écoutez, on va faire sans puisque GoToMeeting a besoin d'autorisation. Bon, écoutez, ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Merci pour l'introduction. Absolument, nous, on est une startup bordelaise, on est né fin 2017 et notre métier est de tirer la... Excusez-moi, votre Oui, vidéo, ça sera plus agréable. Merci. Je vous en prie. Donc, on fait de la traçabilité de médicaments pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, on n'est pas encore largement déployé en Afrique de l'Est francophone. Pour l'instant, on travaille en Côte d'Ivoire, où on sécurise plusieurs millions de boîtes de médicaments en partenariat notamment avec le laboratoire régional UPSA, dont les usines se trouvent à Agen. Et en effet, on a développé une technologie unique qui repose entre autres sur de la blockchain et pour laquelle on a été récompensé par le MIT Technology Review. Et ce travail se fait bien évidemment en collaboration avec tout un écosystème, dont des partenaires institutionnels sur le terrain. Donc, je pense aux autorités de santé, ministère de la Santé, ordre des pharmaciens, syndicats, etc. Donc, on a eu l'occasion de participer à plusieurs
événements du GIPSO et merci beaucoup pour votre invitation. Donc, peut-être un petit mot sur l'impact de la crise. Bon, alors à peu près comme tout le monde, hein, un impact sur l'organisation de nos activités en interne, l'utilisation accélérée de plateformes de communication collaborative, 100% de télétravail, des nouvelles manières de recruter, puisque on a eu la chance de pouvoir faire une levée de fonds en plein confinement. C'était une épreuve, mais que nous avons réussi à surmonter. Et donc cette levée de fonds nous a amené à agrandir l'équipe aussi en période de confinement. Donc, il a fallu faire preuve d'innovation sur ces volets, je dirais plutôt structurels. Et sur les volets commerciaux, ça a été aussi un moment assez particulier puisque nous, notre ambition derrière la traçabilité de médicaments, c'est de pouvoir lutter contre les faux médicaments. Et les faux médicaments concernent absolument tous les médicaments, y compris les médicaments essentiels, surtout d'ailleurs les médicaments essentiels. Et bien évidemment, en période de pandémie, dans des moments où il y a certains mouvements de panique qui peuvent s'observer, les gens ont considérablement augmenté leur consommation de paracétamol. Alors, sans donner de marque ni de cité de laboratoire, on sécurise du paracétamol et donc ça a permis de pouvoir accélérer notre croissance et donc d'ouvrir de nouvelles opportunités, notamment pour les laboratoires qui se posaient des questions de traçabilité auparavant, mais je dirais à vitesse un petit peu ralentie et qui ont compris et saisi l'importance du sujet pendant le coronavirus. Voilà, on a été sollicité aussi par plusieurs, alors des laboratoires, des institutionnels aussi. La question évidemment de la chloroquine nous a été posée, notamment l'enjeu de traçabilité de cette chloroquine, puisque un médicament qu'on pourrait qualifier de faible valeur ajoutée, enfin en tout cas dont les prix sont assez faibles, ce qui malheureusement en fait une cible parfaite pour la contrefaçon et la production de faux. Voilà, sur les opérations, beaucoup d'adaptations aussi de notre côté. Comme Florian, on ne pouvait plus nous rendre au contact de nos utilisateurs et dans les lieux où nous avions nos habitudes. Je pense notamment en pharmacie, puisqu'on travaille en collaboration sur le terrain avec les pharmacies. Donc, on a dû innover, mettre en place des systèmes de phoning, des hotlines pour nos utilisateurs, essayer de toujours, surtout dans cette phase de croissance, toujours essayer d'obtenir le bon feedback et de garder un lien de qualité malgré la distance. Voilà, et donc tout ça, et enfin, c'est mon dernier point, un impact positif sur la communication, puisque nos activités ont trouvé un certain écho dans cette phase de coronavirus, et on était très contents, ce qui évidemment était un gage de crédibilité. Donc quelque part, je pense que nous, on est peut-être un exemple d'activité qui s'est trouvé renforcée pendant le coronavirus, que ce soit sur la croissance, sur nos objectifs et sur les différentes discussions que nous avions déjà, mais qui se sont accélérées avec des laboratoires. Voilà, pour rester dans un timing assez resserré. J'espère que ça convient à tout le monde. Merci Romain pour le respect du timing. Bon, écoutez, maintenant, si des personnes veulent participer, poser des questions aux différents intervenants, on peut peut-être encore y consacrer quelques instants. Je sais qu'il y a eu quelques échanges également par le chat, mais si une personne veut prendre la parole, poser une question, faire un commentaire sur ce qui s'est dit. Monsieur Bourri, je vous en vois, Bonjour. non, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Allez-y. Une question donc pour Romain qui vient d'intervenir. Je voulais savoir en quoi votre dispositif pouvait être complémentaire de la sérialisation que l'on voit sur les boîtes de médicaments en France et en Europe. Oui, absolument. Bah, c'est parfaitement complémentaire en réalité. Nous reposons sur la sérialisation en vigueur en Union européenne. On utilise la même codification, les mêmes processus de sérialisation, sauf que on permet aux laboratoires qui exportent en Afrique d'en bénéficier, là où l'Union européenne, ce qui est tout à fait légitime, ne s'intéresse pas à ce qui se passe en dehors des frontières de l'Union européenne. Donc, on utilise exactement les mêmes standards. Voilà. D'accord. Et donc, c'est parfaitement complémentaire.
Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Non. Pas d'autres questions? Ah, si, Anne-Charlotte. Si, mais j'ai vu la réponse sur le chat, en fait. J'ai demandé quel était le modèle économique pour ce qui concernait Betterize. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont proposées, donc je voulais savoir si c'était à la commande des clients, une adaptation totale, s'il y avait une offre. Ouais, alors aujourd'hui, on a un modèle économique qui est assez simple, qui est le modèle économique de licence en volume. J'ai fait une réponse sur le chat où je prenais un exemple tout bête. Vous êtes un assureur, vous avez 1000 assurés, vous voulez proposer à vos 1000 assurés un service d'accompagnement de prévention primaire. Vous payez chez nous 1000 fois quelque chose pour abonner ces 1000 personnes au service. Voilà, ça c'est le modèle de base. C'est donc qu'on appelle chez nous dans notre jargon le modèle économique à la cohorte éligible. Et ensuite, à l'intérieur de nos solutions, il existe différentes possibilités dans lesquelles je ne rentrerai pas là, mais de produits packagés qui tournent. On a un produit, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure quand je parlais des établissements de soins, qui s'appelle TerraFlow, qui est un outil de télésuivi, de téléaccompagnement, qui permet d'un côté du tuyau à l'équipe soignante de créer la fiche patient et d'avoir son patient à l'œil pendant qu'il n'est plus dans les murs de l'hôpital, et de l'autre côté du dispositif, une interface pour le patient pour qu'il puisse suivre ses programmes d'éducation thérapeutique de façon personnalisée, etc. etc. Voilà. Ça, c'est un produit packagé. Mais on a créé une plateforme chez Betterize qui nous permet de rassembler un certain nombre, un très grand nombre de modules, de fonctionnalités, de contenus, etc., dans laquelle vous pouvez piocher pour faire le service dont vous avez besoin dans l'ère thérapeutique qui vous intéresse. Et suivant le type de service que vous voulez qu'on déploie pour vous, le prix de la licence peut être plus ou moins différent. D'accord. Et surtout, c'est un modèle, j'insiste là-dessus, qui est all-inclusive, pardon. On n'est pas une agence où on ne facture pas du temps homme. Vous achetez chez nous quelque chose qui tourne, qui est là, qui est déjà déployé en termes de techno chez d'autres, et que vous activez pour vous de votre côté pour pouvoir adresser votre service en vous appuyant sur notre techno. Voilà. D'accord. Et du coup, là, en période mutuelle, c'est la même chose si jamais ça rentre dans le cadre d'une étude clinique? C'est au nombre de patients, c'est ça? Voilà, c'est au nombre de patients. Alors, quand on a un nombre de patients très réduit et qu'il faut qu'on fasse un outil spécifique pour une étude clinique, comme c'est le cas par exemple en ce moment avec Unicancer, Unicancer s'appuie sur nous, sur notre techno, pour mener un certain nombre d'études depuis le début de l'année 2020. On customise, excusez-moi, pardon, mais certains outils de chez nous pour répondre à des questions très précises, à demandes très précises de la part d'Unicancer. Donc là, on sort un peu de notre modèle au nombre de patients et on facture à Unicancer une espèce de truc hybride entre des licences au volume et un setup de manière à ce qu'ils puissent manager leur outil dans le cadre très précis du besoin qu'ils ont sur une étude très précise dans tel domaine. Voilà. D'accord. Ok. Et peut-être une dernière question. Combien êtes-vous chez Betterize maintenant? Combien en termes d'effectifs, vous voulez dire? Ouais. On est une vingtaine. Il y a ces 3 tiers, un gros tiers de 10 personnes qui sont projets, donc qui gèrent les relations avec l'ensemble de ces différents clients. Un deuxième tiers de 6 personnes qui sont techniques et ingénierie. Et un troisième tiers de 4 personnes qui sont ceux qui justement commercent nos solutions et vont voir et d'un côté les assureurs mutuels et de l'autre des labos et de l'autre encore des établissements de soins, etc. Voilà. Mais on est une vingtaine, alors équivalent temps plein chez Betterize. On a un écosystème autour de nous d'une autre vingtaine de personnes qui ne sont pas salariés et que nous activons quand nous en avons besoin, des spécialistes de certaines spécialités médicales, des pharmaciens, journalistes, rédacteurs, parce qu'on fabrique beaucoup de contenu, on fait de l'ETP, d'éducation thérapeutique du patient, donc on n'est pas uniquement un outil de suivi, on est aussi un outil d'accompagnement. Et ces gens-là, autour de nous, on les active quand on en a besoin, mais ils ne sont pas forcément embauchés chez nous. Voilà. D'accord. Merci, c'est très clair. Merci. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est le moment de conclure. Je remercie au nom des organisateurs tous les intervenants et participants. J'ai également une annonce à vous faire. Donc, pour ceux qui souhaitent poursuivre cet après-midi riche en échanges, Alain Rousset et Christian Filatro, qui est président d'Alicena, interviendront à 18h lors d'un débat sur les grands enjeux de santé en Nouvelle-Aquitaine. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain biomeeting
qui se tiendra en fin d'année. Nous l'espérons en présentiel, parce que c'est vrai qu'il nous manque le petit moment de convivialité autour d'un cocktail. Et nous espérons pouvoir visiter le nouveau Fab Lab de la Technopole Bordeaux-Montesquieu à Martillac. Donc écoutez, je vous dis merci à tous, bonne fin de journée. Le biomeeting a été enregistré, donc pour ceux qui voudraient le visionner à nouveau, je vous l'adresserai. Je mettrai également à disposition de tous ceux qui n'ont pas pu être présents avec nous cet après-midi. Merci à vous tous. Merci beaucoup.